À l'époque, ce fut le crash le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation. C'était une scène de désolation totale. En 1974, un DC-10 s'écrase sur la forêt d'Ermenonville, peu de temps après son décollage de l'aéroport d'Orly. Il n'y a pratiquement aucun débris ici pouvant laisser penser qu'ils proviennent d'un avion. Nous ne pouvions aller nulle part, sans risquer de marcher sur un corps. Cet accident déclenche une gigantesque enquête, dont les racines vont remonter dans le passé et bien loin de la France. Voici l'histoire du vol Turkish Airlines 981, l'histoire d'une catastrophe qui aurait pu être évitée. L'histoire, en fait, commence le 12 juin 1972 sur le tarmac de l'aéroport de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. John, Pete, monsieur. Aujourd'hui, c'est un DC-10 flambant neuf qui assure le vol 96 d'American Airlines. Aux commandes de cette machine ultramoderne, Brice McCormick, commandant de bord, et Paige Whitney, copilote. Nous aurons décollé, pourras-tu jeter un coup d'œil à ça? Détroit n'est qu'une des deux escales avec Buffalo du vol 96 qui relie Los Angeles à New York. Tu es prêt à faire voler cet oiseau, Pidge? Oui, monsieur. Le commandant a assuré le premier tronçon du vol, Los Angeles-Détroit. Cette fois-ci, c'est le copilote qui prend les commandes jusqu'à Buffalo. Les deux hommes n'ont encore que très peu d'expérience sur ce nouveau modèle d'avion, à peine 75 heures de vol. 1972 est en effet l'année de lancement du DC-10 et très peu de machines sont en service. Pour l'époque, le DC-10 est un avion ultramoderne pour lequel son constructeur McDonnell Douglas a dépensé plus d'1 milliard de dollars. C'est aussi un redoutable concurrent pour l'autre gros porteur à succès, le 747 de Boeing. À la fin des années 60, il y avait une course entre les trois grandes compagnies aéronautiques, McDonnell Douglas, Boeing et Lockheed. Ils voulaient voir qui sortirait le premier jumbo jet. McDonnell Douglas s'est donc attelé à la réalisation du DC-10 aussi vite que possible. Il ne pouvait pas se permettre d'être retardé à cause de problèmes de conception. American Airlines est une des compagnies de lancement du DC-10. Et l'appareil, qui effectue le vol 96, est le 5e à être sorti de la chaîne de production de McDonnell Douglas. Installez-vous, j'arrive. Ce jour-là, la chef de cabine s'appelle Cydia Smith. Ça va. J'étais très excitée parce qu'il s'agissait d'un des premiers jumbo jets que nous avions. J'allais avoir la chance d'être numéro 1, ce que j'avais toujours voulu être sur un gros jet. D'accord. Tu l'as? Oui. Tiens bien le manche. Je l'ai. V1, rotation. Peu après 19 h, les 240 tonnes du DC-10 s'arrachent de la piste de Détroit. Quelques minutes plus tard, l'avion est déjà à 11 000 pieds, presque 4 000 mètres, et survole Windsor dans l'Ontario, au Canada. J'étais assise à ma place. Le commandant venait d'éteindre le signal lumineux « Attachez vos ceintures ». Je me dirigeais vers l'office de bord pour mettre la cafetière en marche. C'était un peu en pente parce que nous étions en pleine ascension.
C'est quand j'ai appuyé sur le bouton et que je me suis mis sur le côté que c'est arrivé. Je me souviens être tombée. L'avion était encore à l'horizontale et puis tout d'un coup, il s'est mis en virage. J'ai vu des coffres à bagages s'effondrer et les objets personnels des passagers s'envoler. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Ma dernière heure est arrivée. Nous avons heurté quelque chose. Nous avons perdu un moteur. Dans le poste, pour l'instant, les deux pilotes essaient péniblement de maîtriser la trajectoire de l'avion. Pas facile, d'autant que les trois moteurs ont automatiquement réduit leur poussée et que le lourd appareil commence à ralentir. L'avion a immédiatement fait une grosse chute. Ensuite, j'ai été frappée au visage par un débris de l'appareil. Mon mari essayait désespérément de trouver une hôtesse pour qu'elle me donne quelque chose pour faire pression sur mon visage et arrêter le saignement. Je m'en occupe. Le commandant McCormick reprend les commandes. Avec l'aide du copilote, il essaie de stabiliser l'appareil, mais visiblement les dégâts sont très sérieux. Le système hydraulique marche-t-il? Non, mais j'ai le gouvernail. La gouverne de direction, située sur la queue de l'avion, est bloquée en position droite. Du coup, elle entraîne le DC-10 inexorablement vers la droite. Alors que l'équipage se bat pour tenter de ramener l'avion à Détroit, Cydia Smith s'aperçoit qu'il y a un trou béant dans le sol de la cabine passager. Les gens me demandaient ce qu'ils devaient faire et je ne savais pas quoi leur répondre. L'équipage procède rapidement à un comptage et vérifie que tous les passagers sont là. Sandra! Est-ce que tu m'entends? En revanche, Sandra McConnell, une hôtesse, demeure introuvable. C'est à ce moment-là que je l'ai vue sortir des toilettes. L'hôtesse réussit à se mettre en sécurité en enjambant le trou dans le plancher. À pratiquement chacun de ses pas, le sol continuait de s'effondrer. Manuellement, les pilotes remettent les pleins gaz. Mais le troisième réacteur installé dans la queue ne répond pas. Détroit, ici American Airlines, vol 96. Nous avons une urgence. American 96 reçu. Quel genre d'urgence? Un de nos gouvernails est bloqué. Demandons l'autorisation d'atterrir. En plus de la gouverne de direction, le commandant a aussi de plus en plus de difficultés avec la gouverne de profondeur, située, elle aussi, sur la queue. C'est cette gouverne qui permet à l'avion de monter ou de descendre. Pour l'instant, elle fonctionne encore, mais de plus en plus lentement. Visiblement, la situation se dégrade rapidement. Je pense qu'on peut le faire voler. American 96, virez sur la droite au cap 200. Faute de pouvoir contrôler totalement les gouvernes de profondeur et de direction, le commandant va jouer sur la poussée des deux moteurs sous les ailes. En augmentant la poussée du côté droit, il peut virer à gauche. Mais la manœuvre est lente et peu précise. Je n'ai presque plus de contrôle sur les gouvernes. Nous allons devoir tourner très lentement en faisant très attention. En cabine, le personnel de bord éloigne le plus possible les passagers du trou béant dans le plancher. Et miracle, en dehors d'une passagère, Loretta Kaminski, personne n'a été blessé. Commandant, il y a un trou à l'arrière de l'appareil. Un trou? Oui, monsieur. Que voulez-vous que nous fassions?
Préparez tout le monde à un atterrissage d'urgence. Le bel avion tout neuf est maintenant en situation de détresse. Et le commandant McCormick le sait, sans gouverne de direction ni de profondeur, l'atterrissage ne va pas vraiment être une partie de plaisir. Retournant sur Détroit, le commandant entame sa descente en réduisant les gaz. Mais aussitôt, l'avion s'enfonce et prend une vitesse de descente 2 fois supérieure à la normale. À un taux de descente beaucoup trop rapide, à cette allure, l'avion va toucher le sol bien avant la piste. Taux de descente. On descend à 1600 pieds minute. Pour ralentir la descente sans toucher aux gouvernes de profondeur, sa seule option est de remettre les gaz. Taux de descente, 700 pieds minute. Finalement, en jouant sur la puissance des moteurs, le commandant McCormick réussit à stabiliser prudemment le taux de descente. Mais évidemment, en remettant les gaz, il a accéléré et l'atterrissage va se faire à une vitesse supérieure à la normale. Alors qu'il entame son approche, il décide de s'adresser aux passagers. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous avons eu un léger problème, mais nous maîtrisons la situation. Nous retournons vers Détroit pour un atterrissage d'urgence. Bryce McCormick était aussi calme que s'il vous avait souhaité la bienvenue à bord de l'avion. Pour préparer l'atterrissage d'urgence, le personnel de bord demande aux passagers d'enlever leurs chaussures, leurs bijoux et tout objet potentiellement dangereux en cas de choc. Ils devaient enlever leurs chaussures et leurs lunettes. Nous avons tout collecté dans une couverture. Moins de 30 minutes après son décollage, le DC-10 gravement endommagé va tenter un atterrissage à l'aéroport de Détroit. Les quelques minutes qu'il nous a fallu pour revenir à Détroit ont été les plus longues de toute ma vie. Nous étions tellement sûrs que nous n'allions pas survivre. La manœuvre est délicate. Pour se poser, le commandant va devoir encore accélérer afin de redresser le nez de l'avion avant le contact avec le sol. Il va aussi devoir jouer sur ses 2 moteurs à droite et à gauche pour conserver l'axe de la piste. Je n'aurai pas de gouverne pour arrondir à l'impact. Les 240 tonnes du DC-10, avec 67 passagers à bord, foncent maintenant vers le seuil de piste à plus de 300 km/h. L'atterrissage a été le moment le plus effrayant de tout le vol. Dès que l'avion touche le sol, il a aussitôt tendance à partir sur la droite. Une fois que l'avion a atterri, j'ai eu l'impression qu'il continuait à rouler pendant des heures. Le train droit sort même de la piste et mord sur l'herbe. Mais le commandant réussit à maintenir son axe et à arrêter son avion à 300 mètres seulement du bout de la piste. Il vient juste de réussir un exploit en matière de pilotage. Extinction moteur. Les femmes voulaient toutes le serrer dans leurs bras. Il a vraiment été formidable. C'est à ce moment-là que nous avons tous compris que c'était grâce à lui que nous étions en vie, qu'il nous avait vraiment sauvé la vie. Quand on voit ce genre de choses, on se dit, oui, il y a de bons pilotes et de mauvais pilotes. Mais c'était plus qu'un bon pilote, c'était un super pilote. Il a usé de tout son instinct et de toutes ses capacités à rester assez calme pour redresser la situation. Une fois au sol, l'équipage peut enfin évaluer l'importance des dégâts.
Le commandant et moi y sommes retournés alors que tout le monde était sorti. Nous sommes retournés à l'arrière de l'avion. Nous avons levé la tête et nous avons vu ce trou. C'était vraiment très étrange. Rien n'indique que l'avion a percuté quelque chose en plein vol. Alors, que s'est-il passé pour provoquer de tels dommages? Le trou était tellement béant que si quelqu'un avait été assis sur les sièges à cet emplacement, il aurait été aspiré immédiatement. À ce moment-là, il pensait encore qu'il pouvait s'agir d'une bombe. Mais les premières constatations le prouvent, ce n'est pas un attentat. Les enquêteurs américains découvrent que le DC-10, au moment de l'explosion, a perdu 2 choses en plein vol qui sont retrouvées près de Windsor, dans l'Ontario, au Canada, juste à l'endroit où l'explosion a eu lieu. La première est pour le moins étonnante. C'est un cercueil qui était rapatrié à New York et se trouvait dans la soute à bagages. La seconde, c'est la porte de la soute à bagages. Les portes ne sont pas censées se détacher des avions, surtout qu'il s'agissait d'un avion plutôt récent. On ne s'attend pas à ce que ce genre de choses arrive. Alors, qu'est-ce que ça dit? En examinant la soute à bagages, les enquêteurs découvrent un point faible dans la conception de la porte de la soute. Nous ne pouvons écarter aucune piste. À cette époque, la plupart des portes d'avion s'ouvrent vers l'intérieur pour des raisons de sécurité. Ainsi, en croisière, lorsque l'avion est pressurisé, la pression pousse vers l'extérieur la porte qui est bloquée par l'encadrement, un peu comme un bouchon de baignoire. Dans ce cas, il n'y a quasiment aucun risque d'ouverture intempestive. Seulement sur le DC-10, McDonnell Douglas, pour gagner de la place dans les soutes, a prévu des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Lorsque celle-ci est fermée, elle est maintenue par 10 crochets situés sur la porte et qui vont s'agripper à une barre située, elle, sur le montant de la porte. Et pour être certain que la porte est bien fermée, les bagagistes doivent abaisser une poignée qui verrouille les crochets de fermeture. Les enquêteurs étudient l'encadrement de la porte et ils n'observent aucun dégât structurel. En revanche, lorsqu'ils analysent la porte de soute retrouvée en plein champ, ils découvrent que le système de verrouillage n'était pas totalement enclenché. Lorsque nous avons interrogé le bagagiste qui a fermé la porte, il est tout de suite devenu évident qu'il avait utilisé beaucoup de force pour fermer la porte. En fait, il nous a même dit qu'il avait dû utiliser son genou pour encastrer la poignée de la porte. Les enquêteurs font alors une autre découverte. Il est possible d'abaisser la poignée de verrouillage sans que tous les loquets ne soient engagés. En clair, sans que la porte ne soit verrouillée. Paul Eddy est journaliste et il a longuement enquêté sur l'histoire du DC-10. L'incident de Windsor a montré qu'il était possible d'abaisser totalement la poignée censée fermer la porte. Mais que bien que la poignée soit en place, la porte n'était pas forcément verrouillée. Abaisse le levier. Les bagagistes peuvent donc en toute bonne foi croire que la porte est verrouillée alors qu'elle ne l'est pas. Non seulement la poignée extérieure est abaissée sans que les loquets ne soient totalement engagés, mais en plus, les pilotes ne peuvent pas s'en apercevoir. Leur seule alarme concerne la fermeture de porte, pas le verrouillage. La porte devient alors une bombe à retardement condamnée à exploser. Car au fur et à mesure que l'avion prend de l'altitude, la pression interne devient plus forte que la pression externe. Et si une porte est mal verrouillée, elle peut céder d'un coup, entraînant ce que l'on appelle alors une décompression explosive. Le vol American Airlines passait les 11 500 pieds, presque 4 000 mètres d'altitude.
Lorsque la porte a lâché, une partie de l'air contenu dans la cabine a été expulsée, entraînant au passage le cercueil qui se trouvait à proximité et tous les objets en cabine qui n'étaient pas attachés. C'est assez surprenant quand on ne s'y attend pas. C'est comme une bonbonne remplie d'air qui ne demanderait qu'à sortir. Et plus l'appareil est gros, plus la quantité d'air qui quitte l'avion pendant ce laps de temps est importante. Mais la décompression explosive n'explique pas tout, notamment les difficultés que les pilotes ont eues ensuite à maîtriser l'appareil. En étudiant la cabine, les enquêteurs s'aperçoivent que l'explosion survenue dans la soute a détruit une partie du plancher. Au moment de l'ouverture de la porte, l'aspiration a été telle qu'à proximité, le plancher s'est effondré, détruisant au passage plusieurs faisceaux de câbles de commande, notamment les commandes du moteur de queue. Quand le sol s'est effondré, certains câbles, dont ceux qui contrôlent le moteur numéro 2, ont été arrachés ou sectionnés. La plupart de ces câbles concernaient les commandes de vol arrière. Je pense qu'on peut le faire voler! Sans commande du moteur 2 et des gouvernes de profondeur et de direction très altérées, les passagers et l'équipage du vol 96 n'ont dû leur salut qu'au remarquable sang-froid et au pilotage exceptionnel du commandant McCormick. Pour les enquêteurs, les choses sont claires. Le DC-10, le tout nouvel avion de McDonnell Douglas, a bel et bien un problème structurel et potentiellement mortel. Pour l'incident de Windsor, il s'agissait clairement d'un défaut. C'est à ce moment que le NTSB a dit « Voici une preuve irréfutable. Ce n'est pas normal qu'on puisse fermer cette porte sans que les loquets soient tous en place. Il faut changer cela tout de suite et tous les opérateurs de DC-10 doivent en être informés. » Vous voyez, c'est toute la partie supérieure qui doit être changée. Chuck Miller est le président du NTSB, le bureau américain en charge de la sécurité des transports. C'est à lui au final d'établir la liste des problèmes du DC-10 et de proposer les solutions que le constructeur McDonnell Douglas devra mettre en place pour améliorer la sécurité de son avion. C'était quelqu'un de très professionnel. Ses enquêteurs avaient tous beaucoup de respect pour lui. Chuck était toujours sur le qui-vive. Il ne restait pas derrière son bureau à attendre. Pour Chuck Miller, régler les problèmes de sécurité sur le DC-10, c'est une question d'honneur professionnel. Pour McDonnell Douglas, c'est surtout une question de survie. Le constructeur a dépensé plus d'1 milliard de dollars dans le programme du DC-10. L'accident du vol 96 a sérieusement ébranlé la confiance des clients dans l'avion. Un deuxième accident pourrait lui être fatal. Nous sommes à Paris, au début du printemps, le 3 mars 1974. La mésaventure du vol 96 est maintenant vieille de 2 ans et son souvenir s'estompe peu à peu. Entre-temps, une cinquantaine de DC-10 ont été livrés et volent dans le monde entier sous les couleurs de différentes compagnies. C'est le cas de celui-là, le 29e à avoir été construit et qui appartient aujourd'hui à la Turkish Airlines. Il assure le vol Istanbul-Londres avec une escale à Paris. Habituellement, ce dernier tronçon de vol est peu chargé, mais aujourd'hui le vol est complet. À la suite d'une grève de British Airways, tous les passagers de la compagnie anglaise se sont reportés sur les autres vols pour Londres, et notamment sur celui de la Turkish Airlines. C'est le cas de Wendy Will, qui, juste avant la clôture du vol, a réussi à embarquer. Elle est mannequin et rentre chez elle en Angleterre après une séance photo en Espagne. Cela faisait 18 mois que nous étions mariés et nous comptions fonder une famille. Je crois que le secret de son succès ne tenait pas seulement au fait que c'était une jeune fille très séduisante. C'était un très bon mannequin. Elle était beaucoup appréciée de tous les photographes parce qu'elle avait une personnalité très plaisante et adorable. Avec l'embarquement de tous ces passagers supplémentaires, le vol a un peu de retard.
Dans la soute, Mohamed Mahmoudi, le bagagiste, range les valises des derniers passagers. Tant que la porte de soute n'est pas fermée, évidemment, l'avion ne peut pas partir. C'est tout? Oui, c'est fini. Bien, je referme. Tous les bagages étant chargés, Mohamed Mahmoudi ferme la porte de la soute arrière. Et, appliquant la procédure, il la verrouille. Le vol 981 est prêt pour le roulage. À 12h30, les 240 tonnes du DC-10 décollent de la piste d'Orly. Le vol est court, moins de 50 minutes pour aller à Londres. Paris, contrôle de Tango, Hôtel Yankee 981. Nous sommes au 6-0. Demandons autorisation pour niveau 230. Tango Hôtel Yankee 981 autorisé pour niveau de vol 230. 981, bien reçu. Dans sa montée initiale, l'avion prend rapidement de l'altitude. 2500 mètres, 3000 mètres, 3500 mètres. Quand, soudain, une énorme explosion retentit à l'arrière de la cabine. Aussitôt, l'appareil commence à dériver sur la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? La cabine a explosé! Tu en es sûr? Dans le poste, les pilotes comprennent instantanément que la situation est grave et essaient avant tout de conserver le contrôle de l'appareil. Mais rapidement, le lourd DC-10 commence à piquer vers le sol. Redresse! Redresse le nez! Je n'arrive pas à le redresser! Ça ne répond pas! À l'arrière, c'est la panique et l'horreur. 2 rangées de fauteuils ont carrément disparu avec leurs passagers littéralement aspirés dans les airs. Et par le trou béant à travers le plancher, les autres passagers voient le sol. On est à 7000 pieds! Et les hydrauliques? Ils sont HS! Les circuits hydrauliques ont été détruits dans l'explosion. Or, sans circuit hydraulique, impossible d'activer les gouvernes de direction et de profondeur. Pourtant, naturellement, en prenant de la vitesse, l'avion commence lentement à se redresser. Malheureusement, trop tard. Je crois que nous allons nous écraser! La vitesse! Il est trop bas et percute la forêt d'Ermenonville à plus de 700 km/h. Le vol 981 n'arrivera jamais à Londres. 9 minutes après son décollage d'Orly, il devient à l'époque la pire catastrophe aérienne de toute l'histoire de l'aviation. À Londres, le vol est d'abord annoncé avec du retard. Puis, peu à peu, la terrible nouvelle fait son chemin. Je suis allé au comptoir et j'ai demandé ce qui était arrivé à l'avion. J'ai tout de suite compris, en voyant le visage de l'homme derrière le comptoir, qu'il s'était passé quelque chose. Il n'y a pratiquement aucun débris ici pouvant laisser penser qu'ils proviennent d'un avion. J'ai regardé la télévision et je me suis dit, j'espère qu'elle est morte. Parce que je venais de voir le carnage dans la forêt de Senlis. Et c'était comme regarder un film sur les tranchées de la Première Guerre mondiale. Avec 346 passagers et membres d'équipage à bord, le vol 981 s'est pulvérisé au moment de l'impact. Évidemment, il n'y a aucun survivant.
C'était une scène de désolation totale. Entre les affaires des gens, les fils électriques, les bouts de métal et les morceaux de corps partout, on ne pouvait aller nulle part sans risquer de marcher sur le corps de quelqu'un. C'était vraiment terrible. J'en fais encore des cauchemars et c'était il y a plus de 33 ans. Très rapidement, les enquêteurs du BEA, le Bureau Enquête et Analyse de l'Aviation Civile, arrivent sur place. Mon travail consistait à évaluer l'envergure du crash et de commencer le travail d'enquête sur place. Au départ, j'étais incapable de dire ce qui s'était passé. Je voyais seulement qu'un crash terrible avait eu lieu et que ce ne serait pas un travail facile pour les enquêteurs. Malgré l'extrême violence de l'impact, les boîtes noires sont retrouvées à peu près intactes, protégées par leur triple protection en acier. Elles vont évidemment être déterminantes pour comprendre ce qui s'est passé. La première théorie était qu'il s'agissait d'une bombe, parce que l'appareil était pratiquement neuf et très puissant, et que le ciel était dégagé. Seule une bombe pouvait l'avoir fait tomber de plus de 12 000 pieds. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs ont une surprise de taille. Un morceau du fuselage et 2 rangées de sièges du DC-10 sont retrouvés à 15 km du lieu du crash. Et personne à cet instant ne peut expliquer comment il est possible de retrouver des morceaux de l'avion aussi loin du point d'impact. Les corps des victimes ont été évacués. Et pour accueillir les familles, une chapelle ardente est installée dans une église de Senlis. Dans cette église, j'ai vu les scènes les plus tristes de ma vie. Ils avaient tout mis sur des tables, tout ce qu'ils avaient trouvé. Il y avait des vêtements, des affaires, des peluches, des bagues, des montres. Et les familles qui le désiraient pouvaient venir prendre les affaires de leurs êtres chers. Ils ont fait un petit paquet avec l'alliance de ma femme et ses bagues, sa bague de fiançailles. Tout était très endommagé, vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti. Le DC-10 étant de construction américaine, le NTSB, le Bureau de la sécurité des transports américains, est concerné, et Chuck Miller est envoyé en France. Pour la 2e fois en 2 ans, il se retrouve à nouveau sur une enquête concernant le DC-10. Je ne pense pas que Miller ait suspecté à un seul moment que la porte en question n'avait pas été réparée après l'incident de Windsor. Et pourtant, la pièce retrouvée à 15 km de l'épave est rapidement identifiée. Il s'agit de la porte de soute arrière. Chuck Miller a l'impression de revivre l'accident du vol 96 à Détroit. Un cauchemar, alors qu'il pensait que le problème de verrouillage était réglé depuis longtemps. Quand il a vu la porte, il a constaté que rien n'avait été réparé. Et c'est là que sa colère s'est vraiment exprimée. De rage, Chuck Miller brise la loi du silence qui habituellement pèse lourdement sur le monde de l'aéronautique. Alors que l'enquête officielle vient tout juste de débuter, il se confie au journaliste Paul Elie. Je lui ai dit, savez-vous comment la porte a pu être arrachée? Et il a dit, oui. Si j'étais vous, j'irais faire un tour à Windsor, dans l'Ontario. Bonjour. Je suis Chuck Miller. Chuck Miller fait aussi part de ses soupçons aux enquêteurs français. Regardez ces clichés de près. Ces photos
ont toutes été prises le 12 juin 1972, juste après l'incident. Nous avons demandé à voir le rapport sur l'incident de Windsor. Et nos collègues américains ont vraiment été très prompts à nous donner plein de détails. Il s'agit d'un vol d'American Airlines reliant Détroit à Buffalo. La porte de la soute a été également arrachée. Il a été très franc. Il nous a expliqué ce qu'il pensait de l'accident de Windsor. Alors, la montagne de travail réalisée sur l'enquête du vol 96 d'American Airlines aurait-elle été inutile? Un autre défaut du DC-10 serait-il passé inaperçu en 1972? À partir des éléments transmis par Chuck Miller, les enquêteurs français examinent aussitôt la porte de soute. Et il ne leur faut pas longtemps pour comprendre. Le constat est terrible. Le problème de la Turkish Airlines est exactement le même que celui d'American Airlines 2 années auparavant. De nouveau, le système de verrouillage de la porte n'a pas fonctionné correctement. Et en s'ouvrant en plein vol, la déflagration, tout comme sur le vol 96, a perforé le plancher et cette fois propulsé à l'extérieur 2 rangées de sièges avec leurs passagers. Je crois que nous allons nous écraser! Et lorsque les enquêteurs écoutent l'enregistrement des voix dans le poste de pilotage, ils découvrent que les pilotes turcs avaient encore moins de possibilités d'agir sur les commandes que leurs collègues américains 2 années plus tôt. Demandons l'autorisation d'atterrir. Je pense qu'on peut le faire voler! À Détroit, les commandes de l'avion étaient dures, lentes, mais encore actives. Sur le DC-10 turc, l'ensemble des circuits hydrauliques étaient détruits et les commandes ne répondaient plus. Ils sont HS! Les circuits hydrauliques à bord d'un avion servent entre autres à activer les gouvernes de profondeur et de direction. Piloter un appareil sans ces commandes de base est presque une mission impossible. Le problème majeur était que le vol de Paris était beaucoup plus lourd en termes de nombre de passagers. Le sol de la cabine s'est effondré avec une pression si forte que tous les câbles des commandes situés à l'arrière ont été sectionnés. Ils n'avaient plus aucun espoir après cela. Nous jurons de dire la vérité, toute la vérité. Quelques semaines après l'accident, Chuck Miller rentre aux États-Unis. Notre premier témoin ce matin est Monsieur Chuck Miller, président du Bureau national de la sécurité des transports américains. Et il est convoqué devant une commission sénatoriale. Quand avez-vous découvert que ces défauts de conception pouvaient être catastrophiques? C'est une audition spéciale pour tenter de comprendre comment un problème détecté en 1972 peut être à l'origine d'un nouveau crash 2 années plus tard. Il nous semblait évident que les changements avaient été effectués. Ce qu'il restait à découvrir, c'était la raison pour laquelle la porte n'avait pas été réparée. Pourquoi une grande entreprise américaine, reconnue, avait-elle délibérément fait cela? En 1972, 8 semaines après l'accident de Détroit, Chuck Miller, au nom du NTSB, avait fait 2 recommandations spécifiques. D'une part, il préconisait des modifications du système de verrouillage de manière à être certain qu'une fois la poignée abaissée, la porte de soute était bien verrouillée. D'autre part, il suggérait le renforcement des planchers de cabine des DC-10, de manière à éviter leur effondrement en cas de dépressurisation explosive au niveau de la soute. Malheureusement, durant les 2 années suivantes, aucune de ces 2 recommandations n'avait été suivie et encore moins appliquée. Il y a un problème fondamental au cœur de la sécurité aéronautique aux États-Unis, et ce depuis très longtemps. C'est le travail du NTSB de découvrir les causes d'un accident et de faire des recommandations pour prévenir ce genre de catastrophe.
Mais il n'a pas l'autorité pour mettre en application ces recommandations. Le NTSB n'a aucune autorité réglementaire. Il doit se tourner vers la FAA. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils leur ont donné leurs recommandations. Et tout le problème est là. Quand la FAA, l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, publie une consigne de navigabilité imposant une réparation, tous les avions concernés sont cloués au sol tant que la réparation n'est pas effectuée. Mais bien que l'accident de Détroit ait été très sérieux, la FAA n'a pas publié de consigne. Elle s'est contentée d'un accord informel avec le constructeur McDonnell Douglas, qui, lui, s'engageait à régler le problème. C'est ce Gentleman's Agreement qui est la cause de l'accident de Paris. Car si un certificat de navigabilité avait été publié, comme cela aurait dû être le cas après Windsor, l'accident de Paris n'aurait jamais eu lieu. Cet accident aurait vraiment pu être évité. Pour McDonnell Douglas, une consigne de navigabilité aurait pu être fatale à l'avenir commercial du tout nouveau DC-10, déjà ébranlé par l'accident de Détroit. La dernière chose que l'on veut est que les passagers ou que quiconque travaillant sur ces avions ait des doutes concernant la qualité de ces appareils. Un certificat de non-navigabilité impliquant une reconception de l'avion est quelque chose de dramatique pour un constructeur. Au bout du compte, McDonnell a bel et bien procédé à quelques modifications sur son DC-10, mais dans la discrétion. Ainsi, sur la porte de soute, un judas fut ajouté pour permettre aux bagagistes de contrôler visuellement le verrouillage de la porte. De même, plusieurs panneaux d'avertissement furent apposés sur la porte. Enfin, les ingénieurs modifièrent sensiblement le mode de verrouillage en mettant en place un système empêchant la fermeture de la poignée extérieure tant que la porte n'était pas verrouillée. Le problème, c'est que chacune de ces solutions générait elle-même de nouvelles difficultés. C'est tout? Oui, c'est fini. Ainsi, beaucoup de bagagistes ignoraient à quoi servait le judas et donc ne l'utilisaient pas. Il y avait aussi le problème de la langue. À Paris, par exemple, la plupart des bagagistes ne parlaient pas l'anglais et étaient donc incapables de comprendre le panneau d'avertissement. Quant aux modifications du système de verrouillage, elles n'avaient jamais été effectuées sur l'appareil de la Turkish Airlines. Les documents prouvaient pourtant qu'officiellement tout était en règle. Mais dans la réalité, le problème continuait d'exister. Encore une fois, le problème vient du fait qu'il n'y a pas eu d'inspecteur de la FAA indépendant pour venir vérifier et donner son accord. Parce qu'aucun certificat n'avait été émis. Dans les mois qui suivent la catastrophe de Paris, une avalanche de plaintes s'abat sur McDonnell Douglas. L'accident a fait 346 morts et les familles veulent un responsable. Au fil du temps, j'ai appris de plus en plus de choses sur ce qui s'était réellement passé. Et j'ai compris que ce n'était pas ce que nous appelons un accident. Tout cela aurait pu être évité. Mon but est de dénoncer les coupables. Durant la période précédant le procès, les avocats des familles ont accès aux documents retraçant toute l'histoire du développement industriel du DC-10. Une mine d'informations qui intéresse aussi de très près le journaliste Paul Eddy. Nous étions déterminés à avoir ces documents et ce témoignage. Quelqu'un nous a donné la clé du lieu de dépôt des documents. Et la nuit, nous sommes entrés. Et nous avions des piles et des piles de documents à examiner pour trouver ce qu'ils avaient fait. Et en fouillant dans cette montagne de papier, Paul Eddy tombe sur un document extrêmement compromettant. Un mémo rédigé par Don Applegate, chef de produit chez Convair, le fabricant de la porte de soute du DC-10. Je crois que nous avons su que nous les tenions quand nous avons lu dans un mémo qu'Applegate avertissait que ce genre de choses pouvait arriver. Le mémo met clairement en cause la fiabilité des portes de soute fabriquées pour le DC-10. Et Don Applegate va plus loin, il prévient que ces portes finiront un jour ou l'autre par provoquer un drame. Pour lui,
ce n'était qu'une question de temps. L'appareil offre un risque de défaillance majeure dans le cas d'une décompression explosive au niveau des soutes à bagages. Ce mémo, écrit en 1972, quelques semaines avant le premier accident à Détroit, préconise des modifications immédiates à apporter sur la porte de soute du DC-10. Nous savions que nous les tenions, car nous savions qu'ils étaient au courant. Le procès met à jour une autre découverte terrifiante. Non seulement McDonnell Douglas connaissait la faiblesse de la porte avant l'accident de Détroit, mais elle la connaissait même depuis la conception de l'avion. En 1970, un an avant la mise en service du DC-10, la porte de soute avait échoué à un test de pression. Dès lors, le constructeur avait conscience du problème. Et pourtant, rien n'a été modifié dans la conception de la porte et de son encadrement. Je n'arrivais pas à croire qu'une entreprise aussi grande, la firme McDonnell Douglas à l'époque, pouvait faire une telle chose, pouvait risquer la vie de ses passagers juste pour économiser de l'argent. Dans l'aviation, cela s'appelle la Tombstone Technology. En d'autres termes, c'est toujours une question d'argent. Et malheureusement, cela s'est révélé plus vrai qu'à son tour. Il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de morts dans un accident pour entendre « nous allons vraiment dépenser de l'argent pour changer cela ». Le mémo d'Applegate et les autres preuves présentées lors du procès ont abouti à la condamnation la plus sévère de toute l'histoire de l'aviation. Le constructeur McDonnell Douglas dut verser 80 millions de dollars d'indemnités aux familles des victimes. À la suite de la catastrophe de Paris, des modifications radicales furent enfin apportées à la porte de la soute. Et cette fois, rien ne fut laissé au hasard. L'administration américaine publia une consigne de navigabilité imposant ces modifications sur tous les DC-10 en service dans le monde. La solution fut radicale et les portes de soute ne furent plus jamais impliquées dans un accident grave sur DC-10. Pour McDonnell Douglas, l'affaire fut catastrophique. Les deux accidents, les dissimulations, le procès sabotèrent la campagne commerciale de l'avion. Et les ventes restèrent très largement en dessous des prévisions du constructeur, loin derrière son concurrent, le Boeing 747. La plupart de mes amis pilotes qui ont déjà volé sur un DC-10 l'aiment beaucoup. Ses commandes de vol sont peut-être un peu plus lourdes que celles d'un 747, mais c'est un avion agréable à piloter. Tout cela est bien beau, mais il est difficile de dissocier l'avion et l'entreprise qui le fabrique de ce terrible crash. Il y a une morale à l'histoire. Touché commercialement, McDonnell Douglas finit par disparaître. La société fut rachetée en 1993 par son concurrent Boeing. Dans la forêt d'Ermenonville, au nord de Paris, un monument à la mémoire des victimes du vol 981 entretient le souvenir d'une des pires catastrophes aériennes. Ici, en 1974, 346 vies ont été sacrifiées sur l'autel des intérêts industriels. On n'oublie pas. J'ai continué à vivre ma vie pendant plus de 30 ans. Mais je n'ai jamais oublié. Aujourd'hui encore, les gens pensent à tort qu'il s'agissait d'un accident. Ce n'en était pas un.